Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose d'intégrer de A à Z le site Dribbble.com que je trouve élégant et que j'ai choisi notamment parce que son carrousel est super intéressant à reproduire en CSS. Donc si je recharge la page, vous voyez, l'animation du carrousel est quand même super jolie. Et tout ça, on va pouvoir le faire juste avec de la CSS. On ne va pas utiliser GSAP GZAP ou Framer Motion. Ici, ça sera juste du Vanilla CSS, mais avec les utilitaires de Tailwind, puisque j'aime bien utiliser Tailwind, ça va plus vite. Donc moi, je vais prendre 2-3 heures pour essayer de faire cette landing. On va essayer de faire une vidéo de 3 heures maximum, sur lequel moi, je vais vous montrer comment je décortique un site ou une maquette pour le reproduire. Donc ici, bon, effectivement, il y a des choses qui sont déjà faites, donc on ira un peu plus vite. J'ai pas envie d'aller dans le détail du faire la navigation au pixel perfect. On va juste se focus sur faire quelque chose de rapide avec Tailwind, mais vraiment se focus sur ce carrousel. Donc première étape, moi, ce qui m'intéresse pour aller assez vite, c'est de regarder les fontes qui sont utilisées sur le site. Donc si je regarde avec Font Ninja, qui est une fonte qui vous permet, lorsque vous l'avez installée sur Chrome ou Chromium ou n'importe quel navigateur comme Brave ou Arc, vous pouvez cliquer sur cette icône Font Ninja et survoler les éléments du site pour regarder les fontes qu'ils utilisent. Donc ici, on voit même qu'on a le summary de Font Ninja qui a détecté qu'il n'y avait que 2 fontes. Donc on voit qu'il y a Menaçant. Donc si on survole Menaçant, on voit que on a des cadres qui contourent les éléments qui sont concernés par cette fonte. Pareil pour Source Serif. Donc on voit qu'ici on aura besoin de Source Serif 4, qui est une fonte Google, qu'on va pouvoir directement utiliser avec le package Next. Et Menaçant, elle, qui est une fonte open source qu'on peut trouver sur GitHub. Donc là, ça va être une fonte locale qu'on va devoir télécharger, mettre dans notre projet et avec Next.js l'intégrer. Et je vais vous montrer comment faire en sorte aussi qu'avec Next.js, on référence différentes fontes qui proviennent de différents endroits et générer des classes avec Tailwind pour qu'on puisse l'utiliser partout dans le site sans se prendre la tête. Donc première étape, création du site avec Next.js. Donc je vous invite à aller sur la doc de Next.js, bien vérifier que vous êtes bien sur AppRouter pour suivre cette vidéo. Allez dans l'installation et tapez la commande npx create next app. Moi j'utilise pnpm et pas npm, donc je vais utiliser pnpx et utiliser ça dans mon terminal que j'utilise qui s'appelle Warp, qui est un terminal qui est très bien sur Mac et que je vous invite à utiliser. Donc je vais aller dans GitHub, mon dossier GitHub. Ensuite, je fais un pnpx create next app. Je vais appeler mon projet Dribbble avec 3B. Je veux TypeScript, ESLint, Tailwind, je ne veux pas de src directory, je veux AppRouter et pas d'alias. Maintenant, je peux ouvrir mon projet avec VS Code. Voilà. Je le mets en plein écran. Je vais zoomer pour vous. Ce que l'on peut faire, c'est directement lancer le projet, mais sur le port 3002. J'ouvre le projet. Et là, on voit que j'ai ma page Next.js par défaut, le template par défaut, et on va supprimer pas mal de choses. Donc la première chose à supprimer ici va être le schéma dark, parce qu'on veut que du light, body pareil, on s'en fiche, et le layer utilities pareil, on peut supprimer. Dans layout, on garde, on va changer les choses juste après, et ici dans main, je supprime tout. Je vais juste laisser un hello world dans un H1 pour qu'on puisse regarder la configuration des fontes qu'on va faire juste après. Je supprime tout ce qu'il y a dans les class names. Parfait. Je peux remove next image. Je rezoome un petit peu peut-être, je sais pas. Ça sera peut-être plus agréable pour vous. Donc voilà. Première étape de fait. Maintenant, ce que je veux, c'est setup les fontes. Donc d'abord, il faut que j'identifie où se trouvent ces fontes. Et après, on va aller sur la docs de Next.js pour vérifier comment on les setup. Donc, on retourne sur Font Ninja. On voit qu'on a Menaçant et Source Serif 4. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est Menaçant parce qu'on doit le télécharger sur GitHub. Donc, on peut faire GitHub Menaçant. Et hop, j'avais déjà été dessus. J'ai vu que c'était sur GitHub. Donc, voilà. Je peux télécharger la fonte. Hop, je l'avais déjà téléchargé. Bah, c'est parfait. Et donc, je récupère la fonte.
Donc ici, je peux faire un copy. Je vais rajouter un nouveau dossier qui va s'appeler font, dans lequel je vais pouvoir coller ma fonte Mona 100. Et maintenant, on va regarder comment setup cette fonte avec Next.js. Si on tape font, family, font optimization, on peut aller dans local font. On est bien dans le app router. Il faut bien faire attention parce que vous pouvez vous retrouver aussi dans pages router avec cette doc en faisant des recherches. Donc là, je vois qu'il faut que j'importe local font dans mon projet. Donc je vais zoomer quand même. Local font dans le projet et que je définisse ma fonte comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je vais dans Layout. J'ai mon inter qui est déjà défini ici, mais on va pouvoir faire ça comme ça. Je supprime cette partie-là. Et là, je vais l'appeler Mona 100. Mona font. Moi, je sais que j'ai mis ma fonte dans app font. Et là, layout est dans app. Donc, ce que je peux faire, c'est directement un point slash font. Et le nom du fichier, c'est Mona 100. On va récupérer ça. Pour pas faire de faute de frappe. Et je le mets comme ça. Dans la doc, ce qu'ils disent, c'est d'aller rajouter à la place, par exemple, de inter, je vais faire un monafont.className. Et si on regarde maintenant le site et que je survole, donc là je vais zoomer, il détecte bien que j'ai Mona 100 et si je survole, il me met bien par défaut la fonte sur Mona 100. C'est ce que fait Next.js par défaut. Sauf que là, moi, j'ai pas généré encore avec Tailwind la classe Mona 100. Donc on va regarder ensemble comment on fait. Donc si j'inspecte ici, vous allez voir que... Donc là, j'ai Font Ninja qui m'a override pas mal de trucs, mais là, si je refresh, c'est bon. On a bien une class name qui a été générée. Sauf que ce qui est compliqué, c'est que je peux pas lui définir de nom et j'ai pas envie de copier-coller cette class name-là pour dire dans Tailwind, génère moi en fait une classe Mona qui pointe sur cette valeur-là. Ça va être compliqué. Donc ce qu'on peut dire, je vais aller sur VS Code, c'est non pas de lui dire que je veux injecter une classe, mais c'est une variable. Donc moi je dis variable, je définis une variable, et cette variable, ça va être font-mona. Et ici, Mona font, c'est plus .className qui m'intéresse, mais maintenant j'ai la possibilité d'avoir variable. C'est parfait. Ce qu'il me faut aussi maintenant, c'est définir la deuxième fonte qui est sans sérif. Ce qui tombe bien, c'est que le package Google est déjà importé et qu'à la place, on utilisait inter avant. Donc moi, c'est le sans sérif 4 qui m'intéresse. Sans sérif, c'est sérif 4 même. Sérif 4, source sérif 4. Et donc, ce que je peux faire ici, c'est remplacer le inter, supprimer et mettre sérif font. Et ici, moi, ce que je veux, c'est rajouter aussi la variable de la même manière que j'ai fait pour la fonte Mona font. Et donc, ici, faire variable font sérif de la même manière. Et je veux faire la composition. Ce que je veux, c'est retrouver avec monafont.variable de défini et serifFont.variable de défini ici. Donc, ce que je peux faire, c'est installer CLSX, pnpm i CLSX, ce qui va me permettre de faire une concaténation de string. Hop, je vois rien avec la caméra, je suis désolé. Pour supprimer ce nœud, voilà. Commande J. Je peux importer désormais CLSX. S'habituer au clavier QWERTY quand on est trop habitué au AZERTY, ça fait perdre du temps un peu au début, mais ça commence à être de mieux en mieux. Je vous invite quand même à faire la transition si vous voulez essayer du QWERTY. Franchement, c'est quand même super agréable une fois qu'on s'habitue. Donc maintenant, avec CLSX, je dis ici sans sérif, serifFont.variable. Sur ma fonte ici, normalement, il va pas détecter, il met 800 sérif. C'est parfait. Et si on regarde le body, vous voyez qu'il y a deux variables. Variable 6f, variable 6e. Et si on regarde à quoi ça correspond, on a bien source sérif et monafont. C'est parfait.
Donc moi, je veux que Tailwind me génère les classes qui me permettent d'utiliser ces fontes-là. Donc il me suffit d'aller dans la config. J'avais oublié aussi de supprimer toute cette partie-là dont on n'a pas besoin du boilerplate de Next. Et ici, je peux faire font family, définir que j'ai Mona, on va dire. Donc Mona, donc ce qui va nous générer une classe qui s'appellera font-mona. Et Mona, ça va être Mona 100, mais sauf que ça sera la variable. Ça va être font-mona. De la même manière pour serif. Alors maintenant, ce que je peux faire, c'est dire que le body, par défaut, va utiliser une des fontes qui sera celle que j'ai choisie. Donc font family, je peux lui dire variable, font-mona, par exemple. Et si la fonte mona n'est pas trouvée, utilisez sans serif. Le sans serif, c'est pas le serif qu'on vient d'ajouter, hein, c'est une autre fonte. Donc si je regarde ici, il nous a bien pris Mona 100 parce qu'il n'y a pas eu de chose de définie sur ce nœud-là. C'est sur le body, on a dit, par défaut, ça sera du Mona 100. Et si je mets serif ici, vous voyez que la fonte a changé et que ça utilise bien source serif 4, que j'ai bien importé. Si on regarde body, on pointe bien sur cette variable-là qui est ici. Voilà. Donc ça, c'est parfait. Donc, qu'est-ce qui se passe si maintenant je remets Mona? On voit que je repasse sur du Mona et que dans page, ici, avec Tailwind, on a généré les deux classes et que si je fais... Ok, la fonte par défaut, c'est Mona sur le body, mais que moi, je veux que le H1, ça soit du serif. Et que je sauvegarde, vous allez voir que ça a pris effet. J'ai bien font serif. Et si je regarde mon H1, font serif, effectivement, il pointe sur une variable font serif. Sauf que je me suis trompé. Il faut bien que je fasse un var font-mona pour dire qu'il l'utilise bien, parce que là, sinon, il pointe sur une string et ça ne veut rien dire. Là, il sait que c'est une variable, et donc du coup, il va pointer sur la bonne valeur de cette variable. Et que je sauvegarde et que je remonte. Là, c'est bon, j'ai bien du source serif 4. H1 pointe bien sur une variable qui est bien celle-là. C'est parfait. Donc là, on a un truc qui fonctionne. Et si je vais sur le site de Dribbble, que je copie-colle ce H1, et que dans la page, je mets ça et que je l'agrandis, texte 3XL. Voilà. J'ai ma fonte qui est bien setup. Parfait, on a les deux fontes qui fonctionnent maintenant. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est créer un semblant de menu pour commencer à construire et constituer notre layout de page. Donc, c'est parti. Je setup les pages pour qu'on puisse voir un peu mieux. Peut-être dézoomer un poil, c'est parfait comme ça, et faire mon composant header. Et donc, si on regarde, on a un espacement de chaque côté, et si on inspecte, on se retrouve avec un padding de 40. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un padding en haut et en bas de 40 pour notre menu. Donc, ce que je peux faire, c'est dans App, faire un fichier composant. Donc, ce que je peux faire maintenant, c'est créer un dossier Components et avec à l'intérieur notre header. Donc, on va faire un header.tsx et ici, je crée mon header. Maintenant que j'ai créé mon header, ce que je veux, c'est l'ajouter dans le layout. Dans body, on va faire notre petit header qui se trouve ici et fermé. Donc là, on a notre header qui s'affiche ici. Ce que je vais pouvoir faire, c'est remettre à 100% pour qu'on puisse être plus ISO avec le design ici. Si on regarde la fonte qui est utilisée, c'est du Mona 100. Donc déjà, ce que je peux dire, c'est que dans mon header, c'est la fonte par défaut, mais la fonte par défaut, on a dit que c'était bien du Mona. Donc c'est parfait, j'ai pas besoin de définir la fonte dans le header. On a Find Designers, Inspiration, Courses, Jobs et GoPro. Donc ce que je peux faire, c'est récupérer ça. Ici, faire un commentaire
et même prendre tout ça, mettre des commentaires. Je vais me faire un const menu items. Et ici, on aura find designers, etc. Ok, c'est parfait. Il me fait les noms, mais sauf que moi, j'ai directement envie de faire comme ça. J'ai pas envie de faire les menus, vraiment, je vais faire comme ça. Voilà, voilà. Parfait. Merci copilote. Donc, find designers, inspiration, courses, jobs, GoPro. Hop. Parfait. Donc ici, ça va pas être une div, mais une nav. Dans la nav, je peux faire un UL dans lequel je vais avoir un menu items.map où la clé, ça va être le nom de l'item et ça sera un ahref qui pointera sur une encre vide parce que on fait pas les pages et donc on a ça qui s'affiche. On sait que la fonte, c'est du Mona 100. Et si on regarde, c'est bien du 14 px, donc avec Tailwind 14, ça va être du texte SM. Text base, c'est pour 16 pixels, donc ce qui est généralement le text base pour tous les projets. Donc moi, je veux un peu plus petit que base, donc SM. Et ici, ça sera en couleur noire, donc c'est 0D. Et ici, ça sera couleur noire, donc 0D0C22. Je peux regarder cette couleur. Et moi, je vais récupérer la couleur aussi. Allez dans VS Code. Dans Global. On va mettre Color Primary. Je mets du noir. Color Primary, ça va être du noir. Et ce que je peux lui dire avec le body ici maintenant, c'est faire un color primary. Si je regarde, il me met bien la même valeur ici, c'est parfait. Ok, c'est du texte. On a dit SM. La font weight, est-ce qu'elle est bold? Computed. Si on regarde en Computed et qu'on fait font weight, c'est du 600. Donc font 600. Et si on regarde comme ça, font 600, c'est semi-bold. Ok. Donc moi, je veux que ce soit du flex. Un SpaceX de 2, on va dire. Find designers. Inspiration. Courses job. Il n'y a pas designer search. Donc je peux enlever tout ça. Ok, sauf que ici on avait dit que la nav c'était un padding de 40. Donc on va dire 10 parce que c'est un multiple de 4. Voilà, on a ça qui s'affiche. Je vais commencer à faire ça, comme ça. Ça sera plus facile à intégrer. Une fois que ça c'est fait, je veux récupérer Dribble. J'espère que c'est du SVG, j'ai pas besoin de télécharger l'image sinon. C'est parfait. Donc je peux faire un copy element. Laissez-moi zoomer un peu. Copy element, aller sur SVG OMG. J'ai aussi besoin de SVG tout JSX aussi, mais je vais prendre SVG OMG. Faire un paste markup. Faire un copy. Donc je les clean. Copier. Enfin coller ici. Et ici maintenant je peux avoir le logo. Et je peux retourner sur le site. Ce que je peux faire, c'est créer dans le dossier ici, faire un dossier SVG, faire un fichier index TSX et faire un export de function logo. Et ici, je peux dire que les props, c'est du component props plutôt. Je préfère utiliser de SVG. Et donc, ce qui me permet de dire props ici. Donc là, je vais pouvoir importer logo dans mon header.
Donc ici, je peux faire aussi logo. Je l'importe from SVGs. Je mets un espace, j'aime bien mettre un espace ici. Et on voit que j'ai bien mon logo SVG qui apparaît. Sauf que sur le site de Dribbble, sa taille, c'est plus du 96 en width. Donc si je lui mets class name width, et moi ce que je veux c'est du 96, donc on peut utiliser width 24, ce qui est un multiple, donc 4 x 24, 96, et un height auto. Pour lui dire que en fonction de sa width, je veux que sa taille en hauteur se mette automatiquement, et donc du coup il va respecter le ratio de l'image en fonction de sa largeur, plutôt que de définir la largeur et la hauteur, ce qui n'est pas forcément une bonne pratique. Donc ici, je peux aussi dire que c'est du flex. Ou between même. Ok, et là on va mettre le bouton par exemple sign up sur la droite. On va faire un petit bouton button sign up. Et lui, c'est du Mona 100 texte SM, et comme je suis déjà dans le menu avec du texte SM, c'est parfait. Le fond, couleur noir primaire. Ok. Donc ce que je peux faire, class name, texte SM aussi. Parfait. Font semi-bold. Sauf que moi, ça sera du blanc, mais un fond noir, texte white. Sauf que je veux le fond, mais le fond, je suppose que ça va être cette couleur-là que j'ai définie, color primary. Donc, soit je m'embête pas et je crée pas une classe générique pour ça, ou soit je crée une classe générique, tout ce qu'on va faire. Donc moi, je vais étendre le thème et je vais mettre un colors et dedans un custom black. On va faire un custom. Ou alors ce que je vais faire même, c'est encore mieux, custom comme ça. Et je vais faire black. Et moi, ce que ça va référencer, c'est la variable primary. Ça va être var color primary. Et donc là, si je lui dis dans mon bouton, que j'ai défini dans le header, text custom black. Et non, c'est pas texte que je veux, c'est background. Voilà, il me fait ça. Donc du coup, je peux regarder ce bouton et me dire que ici j'ai du refresh parce que j'ai Font Ninja. En fait, c'est bien Font Ninja, mais sauf qu'il me rajoute des choses dans le DOM, et ce qui fait que je peux plus inspecter correctement. Donc je suis obligé de refresh régulièrement. Et donc c'est du padding 24 et du border 1, et le black c'est la même chose. Ok. Donc ce que je peux lui dire, et pour éviter d'avoir tout à écrire sur plusieurs lignes, je vais utiliser CLSX aussi. Voilà, je fais virgule. Et ici, moi, ce que je veux, c'est du 24, donc 6. Et en hauteur, je pense que c'est pas la même chose. En hauteur, non, c'est pareil. C'est du P6 du coup. Mais sauf que ici, sign up. Non, en hauteur, il n'y a pas de. Ok, c'est juste une line height qui a été définie. Donc en fait, ils ont fait un padding 24 sur les côtés. Et après, en line height, ils ont mis une valeur assez importante. Donc du coup, moi, ce que je vais faire plutôt, c'est un PY4. Et sauf que là, ça va être un rounded full. Pour s'en rapprocher. Sauf qu'en fait, la fonte, c'est pas du semi-bold.
c'est pas du semi-bold. Si on regarde, wait. Si, c'est du semi-bold, ok. Donc là, j'ai le même résultat au niveau du bouton. Si j'agrandis la page, on va fermer ça. Ça me fait quelque chose comme ça. Sauf que là, on voit que c'est pas très beau parce que c'est pas aligné en hauteur. Donc moi, ce que je veux, c'est que tout soit aligné verticalement. Et donc pour ça, ce que je peux utiliser, ça va être un item center ici. Voilà, c'est un peu plus cohérent. Et on va peut-être mettre un peu moins de padding en hauteur. Donc je vais mettre un PX10, mais un PY8. Voilà, on est assez proche. Ok. Sauf que ici, les espacements, c'est du 16, ok. Donc c'est ici 4. 4 x 4, 16. Et là, on a un truc qui ressemble à peu près. Comme j'ai dit, c'est pas le but ici de s'attarder là-dessus. On va s'arrêter là pour le menu. On va s'attaquer à la Hero Section. Donc la Hero Section ici, on n'a pas la même couleur ici. Là, c'est du beige et là, c'est du blanc. Donc, moi, je vais utiliser Color Slurp, pas m'embêter, qui est un outil pour récupérer les valeurs exa. Et moi, ce que je vais ici faire, ça va être My Hero Section dans Components. Je vais faire un New File. Je vais peut-être l'appeler Hero Section ici. Et sauf que je vais faire hero.tsx. Et ici, je vais faire un class name et on va mettre un background. On va prendre la couleur beige. Sauf que j'ai pas envie d'en faire une classe ou de la génériser parce qu'on va l'utiliser que ici. Donc on va faire une valeur arbitraire. Je le fais pas souvent, mais là, le but, c'est d'aller assez vite. J'ai que encore plus de 2h30 pour essayer de finir la vidéo et notamment l'animation du carrousel. Donc je peux lui dire ça directement. Et le Hero Section, je peux l'ajouter dans ma page. Je vais enlever le H1. Et ici, on peut faire Hero. Ok. On a le héros, on voit que là, la couleur, elle est comme ça. Et c'est moi, dans le héros, du coup, que je vais maintenant importer le header. Parce que je veux que le header se retrouve dans ma hero section. Ou alors, il y a deux techniques. Soit je mets le header dans ma hero section, du coup elle se retrouvera sur le fond beige. Soit je dis qu'elle est en position fixe, et après, moi, sur ma hero section, je fais un padding ou un margin. Moi, ce que je vais faire comme option, c'est plutôt dire que ça appartient à ma hero section. Et ici, faire un header. Voilà. Je vais pouvoir construire le reste juste en dessous. Je vais créer ce petit tag là, et je pense qu'il change de couleur au fur et à mesure du temps, mais on va pas c'est ça. On va pas s'attarder dessus. J'ai vraiment envie de faire cette partie-là et j'espère que j'aurai le temps. Donc, ce que je veux moi, c'est un badge, un tag qui a ce texte-là, donc ok. Maintenant que j'ai ça, ce que je veux, c'est construire cette partie ici. Et donc là, je vais faire une div qui va être en flex call et lui dire que les éléments sont les uns par-dessus les autres. Donc ici, ce que je peux faire, en dessous du header, c'est faire une div, class name flex call, et je vais la mettre en bgred 200. Au moins, on va avoir une vision d'ensemble de jusqu'où va l'élément. Ici, je vais avoir mon badge, je vais avoir une première div, où j'aurai le texte qui suit. Ici, je vais leur dire que c'est du Justify Center. On va dire que c'est du color. On va prendre la couleur ici. Allez, c'est parti. On prend cette couleur-là par défaut.
On va pas s'embêter. On va faire un class name bg- ça. Sauf que moi, je veux cette couleur-là. Rounded full avec un px4 et py2, je pense. py2 et c'est du texte SM. Si je dis pas de bêtises. Non, text base, 16 pixels, source serif 4. Donc texte SM, je peux le supprimer parce que par défaut, c'est ça. Et sauf que c'est font de serif. Donc font de serif, ce que je devrais faire en fait, c'est même dire que ça c'est un span. Donc moi ce que je veux, c'est le wrapper dans une div et dire que c'est class name flex justify center. Hop, ici. Et voilà, il est centré. Je peux enlever mon bgred 200. Sauf que c'est pas tout à fait ça. Je pense qu'en espacement ici, ça doit être 5. Et là, on a un truc un peu mieux. Du coup, on voit qu'on a au-dessus un padding de 80. Donc moi, ce que je vais faire, ça va être un PT20. Donc 20 x 4, 80. J'ai un espacement cohérent. Et en dessous, on a un espacement avec un margin, donc 40 en haut, 24 en bas, pour le H1. Donc moi, le H1, je peux faire un copier-coller de cette valeur-là. Je vais lui dire que je veux ça. Class name, c'est aussi du font serif. Texte 6 XL, c'est 60. On va dire 7. XL, c'est 72 pixels. Et on va faire un text center. Et on va avoir, je pense, un max width de 870. Donc si on fait max width, je suis pas sûr qu'il y ait une classe déjà. Non, ouais, ça s'arrête à 384 pixels. On va faire une valeur arbitraire. Donc moi, ce que je veux, c'est 870 pixels. Hop. Et bien évidemment, lui dire MX auto. Voilà. Donc j'ai centré. Sauf que on avait dit que c'était un MT10, donc 40 pixels en haut et 24 en bas. Donc en bas, ça va être MB6. Voilà. Sauf qu'il y a un truc à gérer aussi, que là, on gère pas. C'est que si c'est plus petit, on n'a pas l'espacement nécessaire. Ici, on voit qu'on a aussi du 165 sur les côtés, ce qui est énorme. Donc, ce qu'on peut faire pour gérer un peu mieux le responsive, d'ailleurs, le en haut, on ne l'a pas géré. Donc, par exemple, le header, on va faire un hidden. Hidden, et en MD, c'est flex. Comme ça, on se retrouve avec ça en mobile. Et ça se casse pas. Et pour le titre ici, ce que je peux lui dire, c'est que par défaut, on a la taille qui est ici, je veux dire, hop, par défaut, on a ça. Donc je le wrap dans un CLSX. Hop, je peux faire plusieurs lignes maintenant, ça va être plus lisible. Et là, ce que je veux lui dire, c'est en mobile. Normalement, il faudrait raisonner en mobile first. Donc là, ça voudrait dire MD, j'utilise ça. Donc en breakpoint moyen. MD, en fait, ça va être au-delà de 768 pixels. Ça veut dire qu'il y aura cette classe-là. Mais par défaut, moi, je veux du texte 4 XL, par exemple. Sauf que en X, on n'a pas défini d'espacement. On pourrait même mettre un PX
px4. Donc ça veut dire que si on réduit maintenant la fenêtre, on voit qu'on n'est jamais collé au bord. Et sauf que je pourrais même dire en MD, on peut faire un PX. PX10. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est définir une fonte en fonction de en pourcentage en fait, ou du viewport. Et donc, si on étend ou on compresse la page, bah, la fonte elle va faire de manière linéaire la même chose. On peut trouver des ajustements ou des calculs qui sont plus smooth que juste avec chaque fois une taille pour tel range d'écran et une autre taille pour une autre telle range d'écran, et on va dire que c'est assez saccadé. Bon, là, le but, ça va pas être de faire ça, hein. Mais en gros, ce que je peux lui dire ici, enfin non, je vais peut-être même pas mettre autant, je vais faire voilà, un comme ça. Donc là, on a un truc qui commence à ressembler. Et on veut, nous aussi, une description. Un petit paragraphe dans lequel je mets ça. Et en class name, ça va être du font Mona, normalement. Font Mona, mais sauf que là, c'est du 20 pixels. 20 pixels, ça serait du texte LG, c'est 18. XL, c'est du 20. Et sauf que ici, je fais un mix auto. Et en interlignage, c'est 36. Donc là, on est à 28. Bon, ok. Donc ça veut dire que leading, je peux mettre... Mince. En leading, je peux mettre du 9. Voilà. On a un truc un peu plus cohérent. Et là, on a notre bouton Get Started. On va prendre le même que le Sign Up dans le header. On va pas se prendre la tête. J'ai pas envie de le génériser. Et ici, on a dit que c'était Get Started. OK. Et on va le mettre dans une div contrôlée par notre règle flex. Et on va faire ici class name flex justify center. Bam. Et en espacement, en hauteur, on a du 32. Donc MT 8. Voilà. Maintenant, la partie intéressante, ça va être le composant carrousel. Donc ici, j'ai un composant, on voit, qui s'affiche au niveau du hero section, mais qui déborde sur l'élément en bas. Donc ce qu'on va pouvoir faire déjà, c'est ici créer un composant carrousel. On va faire un carrousel ici, .tsx. Et ce qu'on va faire, c'est créer une grid, un bloc en fait qui va faire une certaine hauteur et qu'on va décaler. Et donc là, on voit qu'il y a un espacement. Déjà, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait en dessous... On veut un padding. On veut un padding de 72 en haut et en bas. Donc il y a un espacement en haut et en bas. Donc si je fais class name py 72, ça sera un 16 à peu près. J'ai pas envie de faire une valeur arbitraire. On va faire une valeur arbitraire. 72. Voilà, comme ça. Je vais importer mon carrousel ici. Et je vais lui dire... À l'intérieur, je veux un certain nombre de cartes. Donc on va en mettre 10 pour le moment. Donc ici, ce que je vais vouloir faire, c'est faire un new array, hop, dans lequel je vais faire des divs avec key
qui est égal à index pour le moment, même si c'est pas joli de faire ça. On est là pour moquer et aller vite. Et sauf que ici, on va dire que tu as une taille de 200, width de 200 et une height de 300 pour le moment. On va regarder. Je veux que les cartes elles soient en grise. Hop, j'enlève ça. Et elles sont toutes comme ça, sauf qu'ici, moi, je veux un spacing de 4. Et je veux que ça soit du flex. Donc voilà. Là, j'en ai 3, moi, sauf que j'en veux 10. Pour se faire une idée. Sauf que moi, là, je vais pas utiliser flex forcément. Je vais prendre une grid. Et je vais dire en fait que je veux des cartes à l'intérieur qui soient toujours à leur taille en largeur. Je veux pas qu'elles se fassent contraindre par rapport à la largeur du container parent. Et je veux que le carrousel sorte de la page. Et en sortant de la page, qu'il y ait un overflow pour pas que j'ai une scroll bar. Et donc ici, ce que je vais pouvoir faire, plutôt que flex, déjà je vais regarder le ratio des cartes. C'est ça que j'ai pas pensé à faire avant. Alors, ratio des cartes, c'est fait comment? Donc, il y a une grille ici. Ok, eux aussi utiliser une grille comme je voulais faire. Et à l'intérieur, c'est du 273 par 340. Donc, 273 par 340. Sauf que ici, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je veux utiliser une grille et que je fasse grid flow colonne. Du coup, j'ai une grille là qui se crée, et si j'appuie sur grille, on voit bien que si là je dépasse, j'ai une scroll bar. Donc moi, l'intérêt que je vais avoir dans le composant parent, ça va être de dire que ma hero section, ça soit un overflow Y hidden. Y hidden. Donc ça veut dire qu'à l'horizontale, je veux pas de choses qui dépassent. X, tant pour moi. Voilà. Je veux pas que ça dépasse. Enfin, du moins, je veux pas une scroll bar quand ça dépasse. Donc voilà, là j'ai un truc qui commence à être pas mal. Sauf que pour les cartes, donc carrousel, donc je peux fermer tout ça. Je vais réduire la taille de l'élément à droite et je vais agrandir cet élément-là. Ok. Là j'ai 3 cartes qui s'affichent, mais j'ai pas un espacement qui est correct et j'ai pas un arrondi qui est correct. Donc là, je commence à avoir l'habitude de ces arrondis-là qui sont à la mode, donc c'est du 32. Rounded 32 pixels. Sauf que je pourrais créer une classe pour ça. Et en espacement, on a quoi on a un gap de 16, je pense. Gap 32. 32, donc c'est parfait. Ce que je peux lui dire ici, c'est... J'ai dit en fait que je veux que ça soit des colonnes qui s'affichent. Et entre chaque élément, moi je veux 32, donc 6, 8. Et je veux enlever le SpaceX qui fait des margins en fait. Moi je veux pas de margin, je veux que ma grid elle ait des gaps comme ça. Natif à la grille. Et si je regarde et que j'enclenche grid, vous voyez maintenant j'ai bien mes paddings en vert, mon espacement gap en rouge. Et là j'ai ma carte qui s'affiche correctement. Donc première étape de fait, donc là je me retrouve bien avec une grille et des éléments que je vais pouvoir faire translate de droite à gauche. Bon, maintenant que j'ai ça, ce que je vais quand même améliorer, c'est dans la config Tailwinds, et j'ai pas envie de mettre de valeur comme ça. Donc au moins je veux définir un ratio, donc ça va être 273 par 340, et je vais faire dans la config un extend de aspect ratio, et on va rajouter card, et on va dire que c'est du 270 divisé par 340. Et si je retourne ici, je peux lui dire à la place de la height, aspect card. Donc on voit que on a bien le bon aspect, et c'était bien ça les valeurs. Je suis un peu sceptique. 273 par 340, donc j'étais pas vraiment bon.
Voilà. Donc là, j'ai amélioré avec une classe Tailwind. Ce que je vais pouvoir faire, c'est positionner correctement mes éléments de carte qui chevauchent l'aérosection. Donc ce que je peux faire ici, c'est lui dire que carousel, ici, je vais même faire un autre truc, c'est que je vais faire props. Je vais exposer class name pour pouvoir contrôler sa position dans le composant parent, parce que j'ai pas envie d'embarquer la logique de son positionnement à lui-même dans son composant. Je veux que ce soit le parent qui dise bah toi tu vas te positionner un peu plus bas. Et donc pour ça je vais passer en gros une class name en props. Et donc moi je peux dire que c'est un react.componentProps. Ici je dis que c'est une div. Je veux pouvoir lui passer pas props toutes les props par exemple, mais juste class name au moins. Et ici je vais pouvoir faire un CLSX et passer class name. Ici, je vais pouvoir ajouter CLSX. Et si je retourne dans mon hero section, carousel, maintenant, je peux lui passer class name. Et là, je peux lui faire translate y 2/3. Non, pas moins, mais plus. Et on voit que bah là, ma carte, elle descend. Sauf que là, j'ai un petit souci que j'essaie de comprendre. Pourquoi j'ai pas mis d'overflow. Si j'enlève l'overflow là, moi, c'est l'overflow ici, X, clip. Voilà, je vais faire un overflow clip. Donc, c'est la même chose que hidden, sauf que là, ça bloque le scrolling. Et en plus, moi, de toute façon, je ne voudrais pas qu'on puisse scroll sur cet élément. Je veux que ça soit une animation. Donc, on va essayer comme ça. Sauf que je vais mettre 1/3 et pas 2/3. Et là, on a un truc qui correspond. Mais sauf que maintenant, le carrousel, même le positionnement ici, je vais pouvoir l'enlever de là. Et je vais juste lui dire 56. Non. Parce que là, on est bon. Parce que là, on a fait un translate, mais on a quand même un espacement qui est trop élevé. Ouais. Ok, ici, je vais peut-être faire un moins MT, MB, je veux dire, 10. Pour faire remonter un petit peu comme ça, mais tout en gardant l'élément à cette place-là. Donc là, on arrive à un truc qui est à peu près kiff-kiff. Ok. Et d'ailleurs, started. Avant d'attaquer l'animation où ça va de droite vers la gauche, je vais vous montrer que on peut avoir des surprises avec les grilles, même si on pense que c'est bon en définissant un élément avec un gap. Sauf que là, ça marche bien parce que comme je sors de l'écran, ils vont prendre à chaque fois l'espace. Une colonne va prendre l'espace de l'enfant. Mais dans le cas où j'ai moins d'éléments et que mon carrousel ne dépasse pas, si je refresh, on voit que bah là, j'ai que 5 éléments, ça ne dépasse plus, c'est plus en overflow dans ma page. Et donc là, la colonne, elle ne prend plus la taille de l'élément enfant, mais la taille qu'elle peut. Tu vois, ils prennent tous le même espacement. Et donc mon élément ici, ma grille, elle est en train de prendre l'espace qu'elle peut. Moi, ce que je veux, c'est que ça soit toujours la taille de l'élément enfant. Je veux que ma colonne, elle se fasse en fonction de l'élément enfant. Et donc pour ça, on peut faire un grid auto-columns et dire que c'est du min content. On veut que ça soit toujours la taille de l'élément enfant. Je vais pouvoir l'utiliser avec Tailwind de cette manière-là, vu qu'elle n'existe pas la classe. On peut directement lui dire ça comme ça, ici, avec une valeur arbitraire, et dire min content. Donc là, si je refresh, je vois bien que j'ai ma classe arbitraire qui fonctionne, et j'ai le comportement souhaité. Fini pour ça. Maintenant, je vais vouloir faire la transition qui se trouve sur la page de Dribbble. Là, la transition, ça va être assez facile, puisque c'est juste un translate en X, et ce translate en X est linéaire. On voit qu'il n'y a pas de easing. Ça veut dire qu'il ne va pas y avoir une courbe de Bézier à soit faire nous-mêmes ou soit à spécifier. Là, c'est toujours la même vitesse, toujours de droite vers la gauche. Et donc, on va faire en sorte aussi que la vitesse, elle ne change pas suivant le nombre d'éléments qu'on a dans la carte. Donc, on va faire une petite formule, une petite multiplication, en fait, pour que ça soit toujours équivalent.
Et une fois que cette transition-là aura été faite, il y aura la transition un peu plus compliquée qu'on va pouvoir analyser pour le appear. Donc c'est parfait. Maintenant, si on pouvait attaquer, ce que je peux faire, c'est déjà définir le translate X, qui va être en fait pour moi un keyframe, où je vais dire à 0% on est à telle valeur, et à 100% on est à une autre valeur. Et cette animation-là, elle va être faite en X secondes, et avec un easing qui sera linéaire. Donc il y a plusieurs manières de faire. Le translate en X, je peux directement l'écrire dans le fichier et le colocaliser dans le fichier carousel ou le mettre dans globals. Moi, j'ai envie de le colocaliser. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est créer une balise, un fragment vide dans lequel je vais pouvoir mettre la div et en dessous une balise style. Et cette balise style, ça va être du JSX et une règle globale. Donc ça veut dire que dès le composant va apparaître dans le DOM, j'aurai cette règle globale qui sera définie niveau CSS. J'ouvre les brackets, j'ouvre les backquotes, et à l'intérieur, je peux écrire ma CSS. Donc ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est définir ma première keyframes. Donc keyframes, je vais l'appeler slide, et on va pouvoir dire à 0% translate X, c'est à 0, et à 100%, on va essayer, c'est 100%. Mais je vais vous montrer, c'est pas ça que je vais vouloir garder. Forcément, là, Next.js se plaint parce qu'on utilise une balise qui, côté serveur, ne peut pas fonctionner. Donc là, je suis obligé de rajouter que c'est du useClient. Et donc là, maintenant, j'ai un composant qui est rendu que côté client. Maintenant que j'ai défini ma keyframe slide, je peux aller dans Tailwind config et créer l'animation qui correspond. Donc là, je peux faire animation et dire slide. J'aurai une classe qui sera générée, qui sera animate-slide, qui sera en fait le keyframe slide, qui va être joué sur 10 secondes et qui sera fait avec un easing linéaire et de manière infinie. Donc ça veut dire que ça va boucler. Donc là, quand je vais appliquer sur ce carrousel ici, animate slide, on va se retrouver avec l'animation qui va commencer, voilà, comme ça. Sauf que j'ai appliqué une animation sur le translate en fait. Et l'animation sur le translate écrase ce que j'ai défini dans le hero section qui est ici. Translate Y. Là, je fais un translate X, sauf que en faisant le translate X, ça écrase le translate Y. Donc, ce que je pourrais lui dire, c'est soit je fais un wrapper ici. Je fais un wrapper, et je pense que c'est ce qui va être le mieux. Donc, je vais faire un wrapper. Je vais décaler la classe name ici avec CLSX et je vais lui dire ces classes-là servent à rien, Copilot m'a fait n'importe quoi. Donc ici, j'enlève class name. Et donc là, je me retrouve avec ce nœud-là qui a un translate en Y pour pouvoir positionner mon élément là avec le hero section. Là, si on regarde le hero section et que je mets que c'est un BG red ici à la place de ça, je peux faire un red 200. On voit que j'ai un chevauchement qui est fait grâce à ce translate Y 1 tiers, donc 30%. Sauf que moi, je remets la couleur que je veux là. Là, cette classe-là, elle est appliquée non plus sur l'élément qui est animé en translate X. Et donc, du coup, cet élément-là, du coup, peut pas prendre en compte le translate Y qui est défini dans le parent. Et donc, en faisant un nœud supplémentaire, je décale le problème, j'ai plus le problème. Donc, en fait, même ce que je peux faire, c'est faire ça. Et ce que j'aurais dû faire même, c'est plutôt que de faire une div ici, c'est une section. Et là, c'est une section, c'est une hero section. Maintenant qu'on a notre carrousel qui bouge de droite vers la gauche de manière linéaire et sur 10 secondes, de manière infinie, on va faire en sorte que l'animation, elle soit pas saccadée et qu'on ne voit pas une secousse. Donc déjà, ce que je peux faire, c'est mettre des fake names. On va faire un tableau de noms. Par exemple, names. Comme ça.
Et on va faire un map sur names. Sauf que on va pas faire un truc comme ça. Et sauf qu'ici, on aura name. Moi, à l'intérieur, je vais afficher name maintenant. Sauf que je vais faire en sorte que ça s'affiche de manière correcte. C'est parti, CL6. Hop, on va faire une deuxième ligne. On va dire c'est flex items center, justify center, text white. Voilà. Maintenant qu'on a mis les noms, on va pouvoir mieux identifier quand est-ce que la carte elle réapparaît de l'autre côté pour éviter un effet bizarre. Là, si vous regardez, on n'a jamais l'impression que le carrousel reset et revient à un état différent de là où il était. C'est comme si en fait ça scrollait tout le temps à l'infini, et comme si les cartes qui partaient à gauche revenaient à droite. Et en fait non, l'astuce ici pour faire ça, ça va être de dire je ne veux plus qu'on transitionne de droite à gauche jusqu'à qu'on ne voit plus le carrousel pour refaire apparaître le carrousel à l'infini sur la droite. C'est moche. Il faut toujours faire en sorte qu'il y ait des éléments sur la droite. Donc là, il y aurait peut-être une technique, ça serait de dire que c'est plutôt que de plus voir complètement le carrousel, c'est de voir plus que la moitié. Et pour compenser, rajouter ici le double des éléments et donc les dupliquer. Donc en fait, on se retrouve avec une names 2 fois. Ça veut dire qu'on n'a plus 5 éléments là, mais 10, mais avec des éléments à chaque fois dupliqués. Donc là, on se retrouve avec Alice, Bob, Charlie, David, Eve, re-Alice. Vous voyez, Bob y part, je me retrouve encore avec Bob sur le côté là. Et là, il va y avoir une petite saccade normalement, parce qu'on n'a pas pris quelque chose en compte, qui est le gap. Et là, quand ça va reset, on va voir une petite secousse. Et ça, on veut pas. Donc là, déjà, on a réglé le problème il y a du vide. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est ici dire que on a 50% de décalage, mais il faut prendre en compte le gap. Parce qu'en fait, on a 32 pixels d'espacement entre chaque carte. Donc l'idéal, si mon intuition est bonne, c'est que si on fait un calcul CSS pour dire qu'on veut que ça se transitionne de 50% moins 32 divisé par 2, parce que c'est l'espacement entre chacune des cartes, donc on divise par 2 pour l'espacement de manière homogène entre chaque carte. Donc on se retrouve à 16 pixels. Donc 50% moins 16 pixels en X. Et là, on va regarder si on a une secousse. Bob, Charlie, David, Eve. Quand on va réarriver à Bob, normalement, ouais. Donc là, on a un truc bizarre. On a un truc bizarre que j'arrive pas à régler. One eternity later. Ok, j'ai compris pourquoi ça ne marche pas et j'ai une saccade. C'est parce que j'ai beau faire 0 jusqu'à moins 50%. En fait, de base, le parent, il prend pas en compte la taille de tous les enfants. Donc en fait, vous voyez là, l'élément parent, il devrait aller jusqu'au bout, quoi. Mais non, il n'est pas du tout au courant que les enfants font cette taille-là. Et donc, ce qu'on peut faire pour fixer ce problème, c'est lui dire qu'il faut que la mean width du parent, ce soit en fonction des enfants, tous les enfants. Donc j'aurais beau rajouter des enfants, au moins ma règle elle va toujours fonctionner. Plus je vais rajouter des enfants dans mon carrousel, plus la div parente, elle s'adaptera à ce qu'il y a en enfant, et donc la transition en X va être proportionnée. Et donc du coup, on va avoir une notion de vitesse qui va différer suivant le nombre d'éléments qu'il y aura dans les enfants, quoi. Si on, par exemple, on rajoute 2 fois plus d'éléments, vous voyez, ça va plus vite. En fait, l'animation, elle fait toujours 10 secondes. Donc plus j'ai d'enfants, plus la transition de 0 à 50%, moins 50% va aller vite, parce qu'il faut faire défiler plus d'enfants. Donc c'est pour ça qu'on va peut-être aussi rajouter une notion de vitesse sur la carte, pour que, peu importe le nombre d'éléments qu'on mette dans le carrousel, on ait toujours cette notion de vitesse qui ne change pas. L'animation, elle aura toujours le même effet. Et donc là, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a une petite saccade, parce qu'on ne prend pas en compte, ici,
l'espacement qui est de 32 pixels, donc avec le gap, entre chaque carte. Donc ce qui voudrait dire qu'il faudrait qu'on fasse un 32 pixels divisé par 2 dans le calcul. Donc il faudrait qu'on enlève 16 pixels à cet élément, à cette transition. Donc là, si je fais ça, donc on voit Alice qui passe, Bob, Charlie, et on va plus avoir de saccade. Voilà. Donc là, on a vraiment une impression d'infini, parce qu'on prend en compte le gap. Moi, le problème, c'est que si je rajoute un gap où je divise par 2 le gap, vous allez voir, il va y avoir une saccade. Et ça va être problématique. Parce que je veux très bien, par exemple, avoir un style de carrousel différent, mais je veux pas pour autant que mon animation, elle soit buggée. Voilà, il y a une petite saccade. Donc ce qu'on peut faire, pour éviter ça, c'est définir le gap de valeur arbitraire. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est définir une variable CSS que je vais appeler card gap et je vais lui dire 32 pixels. Et moi, mon gap, ici, ça va utiliser la variable que je viens de définir. Et en fait, quand on définit une variable, il faut savoir que la variable, elle est accessible dans le nœud courant et tous les enfants, mais pas dans le nœud parent. Donc ça veut dire que là, je peux directement référencer cette variable-là. Donc là, je peux très bien dire var, je vais utiliser card gap ici. Donc là, ça repasse à 32. Donc si je mets 64, vous allez voir, ça prend bien en compte ma variable CSS. Et en plus de ça, avec Tailwind, ce qu'on peut faire, c'est dire hop, j'enlève var là, et il est assez intelligent pour savoir que c'est une variable CSS. Donc si je remets 32 ici, ça se réajuste. J'ai même plus besoin de mettre var, c'est à l'intérieur là de cette valeur arbitraire, il est assez intelligent. Moi, ce que je veux maintenant, c'est dans ce calcul, et l'avantage c'est que je peux le faire, c'est que je vais prendre card gap, et je vais directement le référencer ici. Je veux faire moins card gap divisé par 2. Et là, on va voir si ça saccade. Ça ne devrait plus. Parfait. Et si je mets 64, il y a 2 fois plus d'espacement. Mais j'ai pas de saccade du coup non plus. Donc ça veut dire que là, on a fait quelque chose de complètement générique. Donc là, c'est purement statique, cette valeur-là. J'ai décidé que dans tous les cas, il y aurait 32 pixels d'espacement entre chacune de mes cartes. Donc ça, je peux le générer directement avec au build time. Quand je vais construire mon site, cette classe-là sera créée avec Tailwind et cette variable-là sera créée directement et ça ne sera pas dynamisé. Donc maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de dire, voilà, je peux avoir des choses qui sont dynamiques. Je peux, par exemple, potentiellement, quand je charge la page, avoir des personnes différentes ou un nombre de cartes différent. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on peut définir aussi des variables CSS dynamiquement. Par exemple, en fonction d'un retour d'API qui dit, aujourd'hui, il y a 10 designers affichés au lieu de 5. Mais on veut toujours que l'animation soit à la même vitesse. Donc si on regarde, comment fonctionne leur transition, elle va être beaucoup plus lente. Et si on regarde dans le style, qu'on regarde ça... Voilà. Il y a un keyframe, et eux, effectivement, voilà, ils font aussi moins 50%, moins 16, mais là, c'est un translate 3D. Nous, on a utilisé un translate 2D, donc avec X. Donc, ça change rien pour cette animation-là. Cependant, la keyframe, c'est marquee desktop. Donc, marquee, ou alors animate. Et là, on voit effectivement, eux, ils font pareil. Ils prennent en compte
la vitesse d'une carte, donc par défaut c'est 3 secondes, qui multiplie au nombre de cartes, par défaut 6. Ils en affichent 6, mais 3 secondes. Donc ça veut dire que leur animation de base, ça fera 3 fois 6. Et donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est de définir ces variables card count et card speed. Pour dire, voilà, je veux pas que ça soit 10 secondes tout le temps, et ce qui veut dire que plus j'aurai de cartes, plus l'animation va être rapide. C'est pas le but. Donc ce que je peux faire, c'est retourner dans mon code et changer ça. De la même manière qu'ici, je peux définir ma card speed. Eux, ils ont mis 6 secondes. Donc on va mettre 6 secondes. Cette valeur-là, je veux pas qu'elle change. C'est une valeur statique. Je veux toujours que cette transition se fasse avec cette vitesse, donc 6 secondes. Et après, on va adapter en fonction du nombre d'éléments qui se trouvent dans le carrousel. Là, la différence, c'est que si on dit que c'est 10 secondes, plus il y a d'éléments, plus ça va aller vite. Là, la différence, c'est qu'on va dire, plus il y a de cartes, plus on va multiplier cette durée, cette vitesse, par le nombre de cartes, et donc du coup, ça sera toujours la même vitesse. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est rajouter route et définir à l'intérieur de nouvelles variables. Sauf que ici, on va pas définir plusieurs variables, on va en définir qu'une, ça va être la card number. Une variable CSS qui va s'appeler card number. Et on va lui dire que c'est names.length. Donc là, ça sera 1, 2, 3, 4, 5. 5. Et une fois que j'ai ça, donc j'ai card number, j'ai ma variable card number qui est définie, qui est name.length, et donc là elle est dynamique, donc c'est pour ça que je l'ajoute dynamiquement comme ça. Je pourrais très bien aussi le faire avec une balise style, c'est complètement faisable. Mais je vous montrerai ça sur les éléments enfants tout à l'heure, quand on en aura besoin, mais voilà. Là, comme j'ai défini ma keyframes ici, je peux définir ma variable CSS ici de cette manière-là. Et donc maintenant, dans ma config ici, le seul truc que je peux lui dire, c'est plutôt que ça soit 10 secondes, je veux que ça soit calque de var card number multiplié par var de card speed. Et donc là, vous voyez, on a une vitesse comme celle-ci. Si je retourne dans le carrousel et que j'en ajoute 2 fois plus, je vais mettre Franck, Grace, Ivy, Jack, voilà, des noms complètement arbitraires. Et vous voyez que l'animation, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé sa durée. Par contre, je peux très bien dire que, en fait, l'animation, c'est 1 seconde. Donc là, voilà, j'ai Franck, Grace, Hank, Ivy, Jack, et vous voyez, hop, on revoit Alice, mais il n'y a pas eu de secousse ou de cassure. Donc je retourne à 6 secondes. La prochaine étape maintenant va être de faire l'apparition des cartes de manière random sur le carrousel. Je ne sais pas si vous avez vu, mais quand on fait un refresh, on a déjà la transition qui s'opère, qu'on a déjà développée, donc ça c'est parfait. Mais on a aussi en parallèle la transition avec une opacité qui commence à 0 et qui passe à une opacité de 1. Mais c'est pas si simple que ça, c'est qu'on a aussi un effet de la carte, elle est plus grosse au début et elle redevient un peu plus petite après. Et ça, première chose à faire, ça va être de regarder pourquoi et comment ça fonctionne. Donc si on fait un inspecteur, on voit que là, on a déjà des variables qui s'appellent reveal delay, avec des valeurs complètement différentes. Et ça varie entre 0 et 1. Donc ça veut dire que là, la plus petite valeur c'est 0,13, 0,03. Donc ça veut dire que les cartes n'apparaissent pas du tout au même moment chacune. Donc là, déjà, il va falloir implémenter ça. Faire une variable où on a une valeur random entre 0 et 1 pour delay l'animation. Donc pour delay, il y a une propriété qui existe qui s'appelle transition-delay, où on peut y passer un nombre de secondes ou de millisecondes. L'avantage, c'est que la transition CSS ne va s'appliquer sur cet élément que après ce délai-là. Et donc là, c'est ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un transition delay en passant la variable reveal delay qui a été générée à la volée. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est jouer sur l'opacité avec ce delay. Donc on va pouvoir
retourner sur notre code. Et moi, ce que je veux faire, c'est un composant qui s'appellera carousel item, par exemple, que je vais mettre juste en dessous et qui va embarquer ça. Et donc, function carousel item. Dedans, je vais return cette chose-là et je vais faire un type carousel item props et on aura name pour le moment. Donc là, on a name. Donc je dis props, c'est de type carousel item props. La clé, je peux l'enlever d'ici. Et ici, ce qui m'intéresse, c'est name. Voilà. Et là, à la place de ça, ça va être carousel item. Je peux enlever ça. Et plutôt que de mettre name, là, ça va être peut-être un children à la place. Voilà. Ok. Donc là, si je refresh, j'ai comme avant. C'est parfait, ça fonctionne bien. Première étape, moi, c'est que je veux que chacune des cartes, elle se génère elle-même sa propre valeur de delay entre 0 et 1. Donc en fait, je veux que de manière random, dès que la carte sera créée dans le DOM, elle ait défini sa propre variable CSS dans son propre nœud pour que la transition de l'opacité de 0 à 1 se fasse dans le timing voulu. Avant d'aller plus loin, ce que je voulais vous montrer, c'était que quand on est sur un site comme ça avec des animations, l'outil que nous permet d'avoir Chrome, qui s'appelle Animation, nous permet d'identifier les animes. De Reveal, par exemple. Donc si on clique sur Animation, qu'on refait un refresh, et que là, on identifie l'endroit où il y a eu les animes, voilà, par exemple ça, je mets à 10%, ça veut dire que je peux rejouer une animation. Voilà. Et donc là, on peut identifier correctement réellement ce qui se passe. Et je vais même éviter que la transition en X du carrousel continue. Donc là, je peux aller sur mon track et animation name, je peux le disable. Voilà. Et là, voilà, je peux jouer maintenant avec mon animation sans que les cartes s'en aillent et que je sois perdu. Ok. Donc là, si par exemple je veux identifier une des cartes, celle-là, que j'augmente la valeur, on voit que par défaut, ma carte, elle n'est pas affichée, mais il y en a d'autres qui sont affichées. Donc ça veut dire qu'elle avait un délai qui était plus haut que les autres cartes. Arrivé à un délai de 300 millisecondes, la carte commence sa transformation. Donc on voit que là, il y a une opacité avec un effet qui est ease out. Donc c'est un easing ici, qui est ease out. Il n'est pas linéaire. Et pareil pour le transform. On voit que c'est le même easing entre opacité et transform. Déjà, on se dit, ok. Là, la technique qu'ils ont utilisée, donc si on regarde et qu'on active la grille ici, vous voyez que la carte, par défaut, elle dépasse la grille. Et en fait, elle ne dépasse pas vraiment la grille parce que ici, ils ont utilisé une technique qui est, en gros, avec une perspective et un transform. On pourrait se dire, ok, moi, cet effet-là, je peux le faire avec un scale pour augmenter la taille de la carte. Mais sauf que ça, vous allez avoir un rendu qui va peut-être s'en rapprocher, mais vous allez modifier la taille de la grille. Parce que si vous allez augmenter la taille de la carte, ça veut dire que vous allez pousser potentiellement les autres éléments parce que la colonne va s'adapter à la taille de l'enfant. Là, avec cette technique-là, l'avantage, c'est qu'on suppose qu'on a une caméra avec la perspective, et nous, avec le transform, sur la valeur, la troisième valeur, donc c'est x, y, z, donc z, on peut jouer sur l'effet de profondeur en disant que la carte, en fait, elle se rapproche de la caméra et en fait, elle s'éloigne. Donc ça veut dire que par défaut, on peut dire que l'élément est plus proche de la caméra et après, il revient à son état initial qui va être la valeur à 0. Donc le transform, ça doit partir d'une valeur quelconque jusqu'à arriver à 0 pour revenir à sa valeur initiale. Mais avec un easing, voilà, avec un easing qui est ease out. Ok. Et si on regarde là, transition de cet élément, transition. Ouais, on a bien perspective 300. Et après, on a un translate 3D, donc X, Y, Z. Et sur la valeur Z, on a 16 pixels
en gros de décalage. Donc ça veut dire qu'il part de 16 pour aller à 0. Et pour l'opacité, il part de 0 pour aller à 1. Et donc nous, c'est ce qu'on va faire. Donc là déjà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, ok, je veux passer de 0 à 1 déjà l'opacité et avec un delay. Première chose que je vais faire, c'est générer la valeur du delay pour chacune des cartes. Donc ce qu'on peut faire avant même de commencer, c'est créer une fonction utilitaire. Donc on va avoir ici utils, on va faire un fichier index.tsx et je vais faire exporter une fonction qui va me permettre de calculer la valeur du coup random d'apparition où je vais pouvoir lui passer une valeur minimale et maximale, donc qui sera 0 à 1. Et ça va juste faire un return de math.random multiplié par max-min plus min. Et donc ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est lui dire, ok, je veux mon reveal delay. Reveal delay, ça va être mon get random between 0 et 1. Et là, si je fais un console.log de reveal delay et que j'affiche les valeurs ici, on voit que j'ai des valeurs différentes pour chacune des cartes. Donc cette valeur-là, moi, ce que je veux, c'est qu'elle soit renseignée dans une variable CSS. Maintenant, ce que je peux faire, c'est renseigner dans propriété style ma variable CSS. Donc là, je vais pouvoir mettre des quotes parce que sinon, il ne va pas aimer. Et donc, je peux mettre card reveal delay. Et le card reveal delay, c'est juste ce que j'ai calculé au sein de la carte que j'injecte. Et backquote pour finir, virgule. Sauf que là, il n'est pas content parce qu'il ne connaît pas cette propriété, c'est moi qui crée une variable. Donc, ce que je peux lui dire, c'est que ici, cet objet, c'est un as react.css properties. Donc ça, c'est fait. Ce que je veux aussi lui préciser, c'est que mon élément, il va passer de 0 à 1 en opacité. Donc, je peux créer aussi une autre variable qui sera card opacity. Je vais lui mettre une valeur conditionnelle parce que je vais vous montrer tout à l'heure, mais là, si je mets 0 et qu'après, ici, on va peut-être même le remonter, que ici, je lui dis que mes cartes, elles sont en opacité 0, donc si je mets la variable que je viens de créer, -card, -opacity, il n'y a plus rien qui s'affiche, quoi. Donc là, ce qu'il va falloir dire, c'est que au mount, je veux que je passe de 0 à 1. Donc en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est rajouter une propriété. Est-ce que je m'affiche? Et si je m'affiche, je renvoie 1, sinon 0. Sauf que là, pour basculer cet état de je m'affiche, soit je pouvais faire indirectement un use effect dans carousel item et faire un changement avec un set state. Mais le problème, c'est que si toutes les cartes le font, c'est pas très bien niveau performance. Là, on peut dire, voilà, le carrousel s'affiche. Dans ce cas-là, je propage, je me suis affiché, donc j'affiche les cartes et je trigger la transition. On peut faire un React use effect ici à la place. Donc là, je peux faire un React.useEffect et ici, lui dire que au mount uniquement, je synchronise sur le mount avec l'effet, je fais un set state d'un booléen en fait, qui va changer. Donc, ce que je peux lui dire ici, c'est faire un ReactUseState de show et je lui dis par défaut c'est false. Sauf que ici, au mount, ce que je vais lui dire, c'est set show, c'est true. Et moi, je vais passer show aux enfants. Donc carousel item maintenant, show, ça va être ça. Voilà. Et donc là, on voit qu'il n'y a pas de transition. On va pouvoir le rajouter. Donc là, je suis bien à 0 au début et je passe à 1. Donc c'est très bien. Sauf que je ne prends pas en compte le delay. Donc je pourrais très bien lui dire ici transition opacity, duration 1000, on va mettre pour le moment, et transition delay, on va lui dire que c'est pas une valeur là, mais c'est directement une valeur arbitraire. Voilà. Et là, si je fais ça, voilà, ça s'affiche bien comme ça. Ça, c'est parfait. Donc là, je commence à avoir quelque chose qui ressemble à ce que je veux. Sauf qu'on va respecter un peu le timing et on va regarder comment eux, ils l'ont fait. Mais pour eux, c'est un ease out, la curve. Donc voilà, on voit la courbe ici, c'est un ease out. Ça ressemble à ça, en fait. Vous voyez,
On peut très bien changer la courbe pour que l'animation elle apparaisse plus ou moins vite au début. Enfin voilà, ça sert à ça. C'est une courbe de Bézier. Et on peut en importer après et les mettre à la place de celle-ci. Ça, c'est les préconfigurés nativement. Et on dit que ça va appliquer sur tous les changements de propriété qui peuvent être animés en l'espace de 0,6 secondes. Donc le début 0 secondes et à la fin c'est 0,6, 100%. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est la même chose. C'est ici, plutôt que de mettre les classes préfaites où il n'y a pas la valeur qui m'intéresse, je peux mettre 600 ms ou 0,6 secondes. Je dis que je veux du ease-out. Et si je fais ça, j'ai bien le même effet au niveau de l'opacité. Maintenant, on va attaquer la partie un peu plus tricky qui va être l'effet sur la carte. Elle est plus grosse au début parce que j'ai un effet de caméra. Si par exemple, je fais juste un scale, ça va juste changer la taille de ma grille et l'espacement entre chaque élément. Et c'est pas ça qui m'intéresse. Donc c'est pour ça qu'eux, ils ont utilisé une technique qui consiste à faire un effet de caméra avec un translate 3D pour jouer sur l'axe Z. Donc de la même manière ici, dans la balise style, ce que je vais pouvoir faire, c'est appliquer un transform. Donc ici, je peux faire un transform où ça sera on va dire un perspective 300, ils utilisaient eux. Et après un translate 3D sur lequel ils jouaient sur ces axes-là, sur le dernier axe, le Z. Donc par défaut, si la carte elle se montre pas, c'est qu'elle est plus grosse, et si elle se montre, c'est qu'elle est plus petite, elle revient dans son emplacement de grille de manière normale. Donc ça veut dire que là, si show, j'affiche ça, sinon je rajoute une valeur sur le Z. Et donc le Z, là, on avait vu, ils avaient mis 16. Sauf que, petit détail, c'est que là, tout à l'heure, on a fait transition sur l'opacité, mais pas transition sur les autres propriétés. Donc là, si on fait... Voilà, maintenant, on a un effet qui ressemble très fortement à ce qu'on a sur le dribble. Donc là, si je fais element, que je veux voir les animations, que je refresh, voilà, que je mets 10%, que je reclique dessus, et là on voit, on a exactement le même comportement. Donc, on voit que ça sort un peu. Vous voyez, ça sort. Sauf que, je vais vous montrer comment ça fonctionne plus en détail si par exemple on change la perspective. Allez, on change la perspective, on va mettre perspective de 1000 ou 100, déjà pour montrer la différence. Donc là, l'anime, voilà, 100, c'est quand même beaucoup plus proche, quoi. Si on met 10, voilà. Bon, après, l'effet peut être marrant, quoi. Mais là, on est carrément collé à la caméra. Il faut imaginer que vous avez un objectif d'appareil photo et que là, les éléments sont très près, quoi. Voilà. Donc, quand ils ont choisi ces valeurs-là, on va calquer. Nous, le but, c'est de se rapprocher le plus de l'effet de dribble. Donc, on va rester calqué sur les mêmes choses. Et là, moi, si je veux reprendre le truc normalement, j'ai que à faire ça comme ça. Voilà. Donc là, on a un truc qui est sympa, mais on n'a pas fini. On n'a pas fini. Si vous avez bien fait attention et que vous avez l'œil, regardez par exemple cette carte-là. Celle-là, elle a du texte. Celle-là, elle n'en a pas. Ça veut dire qu'on a autre chose encore. Voilà, la carte, elle apparaît, mais juste après, j'ai le texte aussi qui apparaît et qui a l'air d'avoir le même effet. Et effectivement, si on regarde bien, on a l'élément chargé, mais à l'intérieur, on a d'autres animations sur les infos. Il faut que je retrouve le bon, c'est un peu compliqué à trouver, mais on a le texte qui arrive. Et si on identifie
l'élément. Par exemple, je fais ça. Voilà, info. On voit aussi qu'ils ont un transition delay où ils font un calque sur le délai de la carte parente, mais ils rajoutent un délai de 0,3 secondes pour encore les éléments à l'intérieur. Donc en fait, c'est exactement la même chose, mais pour les éléments à l'intérieur. Donc si par exemple, on s'amuse à intégrer, par exemple, les cartes ici, moi ce que je vous invite à faire, par exemple, c'est faire un copier-coller du nœud, envoyer directement le nœud HTML à ChatGPT pour lui demander de faire un query selector, pour pas avoir à le faire vous-même. Par exemple, là, si je veux récupérer les photos, par exemple média, soit je fais un query selector, soit je peux faire un $0. $0.select query selector all, et à l'intérieur, je fais un hero marquee item media, ou alors directement IMG. Et là, je peux faire un IMG. Sauf que je vais pas faire un query selector all ici, je vais faire un img.src7. Et là, je récupère les infos des images et des vidéos. Et donc, du coup, plutôt que d'aller télécharger soit tous les assets et après de les mettre dans votre projet et de les hoster vous-même, ce que j'ai pas envie de faire parce que c'est sur Vercel et j'ai pas envie que lorsque les gens vont voir cette vidéo, vont aller sur Vercel et vont consommer de la bandwidth, et j'ai pas envie forcément que ça dépasse mes quotas et que je me fasse rattraper après par le pricing. Donc là, je vais récupérer, scraper toutes les vidéos et les images du carrousel, me générer un JSON grâce à ChatGPT sans me prendre la tête et sans faire un script pour le faire moi-même, et me permettre après de créer des cartes qui sont vraiment fidèles et pouvoir après enchaîner sur l'affichage et les animations des autres trucs. Donc là, moi j'ai déjà généré un JSON, donc je vais copier le fichier et même le dossier que j'ai créé à part, j'ai anticipé. Là, je peux faire ici past mock dans app, move, et dans mock, j'ai un fichier JSON où en fait j'ai un script avec ChatGPT que j'ai généré pour pas me prendre la tête et aller plus vite. En 30 secondes, j'ai pu récupérer toutes les infos qui m'intéressaient, notamment les tags de la personne, le type de média pour après faire une condition si c'est une balise vidéo ou une balise image que j'affiche. Et donc là, on va pouvoir réellement afficher les mêmes cartes que celles de Dribbble avec cette technique. Et pour être sûr et pas avoir à deviner les types avec TypeScript, etc., on va faire un schéma Zod. Mais aussi pour le schéma Zod, il y a une petite astuce pour pouvoir aller assez vite. C'est quand vous avez une structure de données qui est comme celle-ci et qui est propre, vous pouvez copier-coller cette structure et faire JSON to Zod. Et ici, vous faites coller. Et avec Zod, on va pouvoir parser ce JSON et avoir des types vraiment inférés avec Zod, parce qu'il a vérifié les données. Et on n'aura pas de surprise, et nous, on va utiliser ça après pour populer notre carte. Donc là, je peux récupérer ce schéma-là. Je peux faire un nouveau fichier dans un dossier schema, pluriel, et là, ça va être personne.exemple, ou même carousel.tsx. Et ici, je vais installer Zod. On va utiliser Zod pour parser nos données de notre mock, et après on va mettre vraiment les vraies images et les vraies vidéos sur nos cartes. Donc là je peux faire un pnpm install de Zod. Ok, c'est installé. Ici je peux coller ça et je vais l'appeler carousel schema. Et maintenant ça je vais le mettre dans un autre type qui sera carousel item schema. Et là, je peux dire que ça c'est une carte. Donc j'ai name, media URL sur name, tags, media type. Et carousel schema, c'est un array de items. Voilà. Et donc ici, je peux faire un export type de carousel item qui va contenir les infos ici. Sauf que media type, plutôt que de faire un z.string, je peux faire un z.enum, parce que je sais déjà les deux types que j'ai, c'est vidéo ou image. Donc je peux faire enum, image vidéo. Voilà. Et donc dans mon type carousel item, j'ai ça. Voilà le type TypeScript que ça m'a généré. Et donc moi ce que je vais faire, c'est quand je vais charger le mock ici dans carousel, hop, je vais faire un import JSON from
même carousel JSON from mock personne. J'ai ça et je peux directement lui dire aussi que je veux mon schema. Et là, j'ai carousel. Et ici, je peux importer mon type carousel item et mon carousel schema. Mon carousel schema, je peux lui dire que const data, carousel data, c'est égal à mon carousel JSON que je parse, donc carousel schema.parse de carousel JSON. Et là, je sais que j'ai un array de carousel item ici. Et donc là, je peux même utiliser ma carte et lui dire que j'ai dans cette carte-là. Et là, je peux lui dire que c'est un type carousel item. Donc là, ça veut dire que j'ai en plus de show, children, je vais pouvoir l'enlever. Je vais avoir toutes les propriétés. Name, tag, surname. Donc je vais prendre name, surname déjà. Ici, je vais pouvoir afficher name. Par exemple, dans un... Je vais faire une autre div et à l'intérieur, je vais faire span name. Ici, surname. Donc j'affiche maintenant nom sur nom. Et carousel item, maintenant, je vais lui passer directement les datas du carousel et non pas les names. Carousel data. Et ici, on aura props. Et on peut passer toutes les propriétés qui vont bien. Et carousel item, il a plus de children. Et on peut fermer comme ça. Carousel est content, sauf que là, j'ai plus de name. Ça va être props point name plus index, parce que comme je duplique carousel, comme tout à l'heure, je veux aussi mettre la notion d'index. Et comme il change pas de place, j'ai pas de problème à utiliser ça. Donc voilà. Donc là, déjà dans mes données, j'ai bien les noms, prénoms. Je repositionne ça sur la droite. Maintenant que je passe les données à ma carte, c'est que je vais pouvoir améliorer cette carte-là. Donc maintenant que je passe les données à ma carte, ce que je veux, c'est afficher soit l'image, soit les vidéos. Donc ce qu'on va pouvoir faire ici, donc bon, ça va pas être très glorieux, mais on va le faire comme ça. Si type media URL, c'était quoi la propriété media type? En gros, si media type c'est égal image, dans ce cas-là, j'affiche la balise img. Img, voilà. Si c'est vidéo, j'affiche ça et on lui dit, bien évidemment, ça c'est en position relative. Et eux, on va dire qu'ils sont en position absolute, avec un inset de 0 pour dire qu'ils prennent tout l'espace du parent. En gros, top 0, right 0, bottom et left 0, par rapport à container parent qui est la carte. Et on dit qu'on veut du object cover pour que ça soit étiré, que ça soit en hauteur ou en largeur, pour que ça prenne l'entièreté du parent. Et ensuite, le rounded n'est pas intéressant ici. On va pouvoir l'enlever, parce qu'il est déjà présent au-dessus. Et c'est juste qu'il faut rajouter un overflow sur cet élément ici. Overflow hidden. Et là, si je sauvegarde, j'ai bien un truc qui s'affiche. Sauf que j'ai pas du tout les bonnes images. Ah oui, j'affiche des choses de copilote. Laissez tomber. Donc, là, ce que je veux faire, c'est pointer non pas sur MediaType, mais sur MediaURL. Et donc, pour les deux, SRC, c'est MediaURL. Par défaut, vidéo, j'ai pas pensé à vous dire, mais autoplay, loop et mute, pour que ça se lance. Et donc, ici, voilà, j'ai bien mes cartes qui s'affichent correctement. Donc il y a encore un truc à fixer. Je sais pas pourquoi lui, par exemple, il s'affiche pas bien. Je vais peut-être couper l'anime. On va couper l'anime. Animate slide ici. Et je vais faire un commentaire là. Voilà. Ok. Pourquoi lui, il s'affiche mal? Pourtant, c'est bien en object cover. Pourquoi je vois un fond gris? Oui, parce que j'ai oublié aussi d'enlever gray sur la carte. Maintenant, j'ai plus besoin. Maintenant qu'on gère ça. Mais par contre, pourquoi lui s'affiche comme ça? Parce que sa vidéo, elle doit être plus petite que celle de la nana à gauche. Ok, là, c'est un carré. Et elle, ok, c'est plus grand. Donc, en fait, il y a sûrement un truc que je dois faire ici.
Ok, je sais pourquoi. En fait, la carte elle est plus haute que large. Et donc ici, je dis ok, cover, mais sauf que je lui ai pas dit en fait sur quelle contrainte je voulais en fait que ça fit. Moi, en fait, la carte elle est plus haute, donc moi ce qui m'intéresse c'est que ça soit en height full. Voilà. Et donc, comme je dis qu'en height full et que je dis que c'est object cover, si je faisais un contain, ce serait différent le comportement. Voilà. Donc là, en object cover mais height full, donc il faut que je le rajoute aussi ici. J'aurai toujours quelque chose qui sera rempli, vu que la carte elle est plus haute que large. Et donc là, j'ai bien le comportement souhaité. Et donc maintenant, ce que je veux, c'est afficher l'information des éléments juste ici. Donc ce qu'on peut dire, c'est que les deux ici, ils sont en moins Z10. On va jouer sur le Z-index pour dire, bah, vous vous affichez pas par-dessus tout, vu que vous êtes en position absolue. Mais pour autant, moi, ici, je veux du flex items, flex call même. Je veux afficher les informations en flex call. Et je veux que ça soit un justify end. Et je veux un padding de 4. Je pense un truc comme ça. Mais par contre, je veux ici aussi que ça soit du height full et width full, quoi. Voilà. Donc là, j'ai quelque chose à qui s'affiche correctement. Par contre, ici, on voit bien que c'est pas les mêmes tailles de police. Hein. Donc là, je pense que je suis sur du 12 ou du 14. Vue d'œil. 13. Ok, bon, entre les deux. Donc là, ce que je peux dire, c'est que texte, c'est sur 13 pixels. Par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi j'ai un espacement aussi grand entre eux. Parce que j'ai un leading qui est un peu trop gros. Un leading de 16. Je sais pas combien ils ont mis. Un leading, c'est un interlignage. C'est le line height. Et là, typiquement, par contre, merci l'extension qui me fait faire n'importe quoi. Le leading, c'est quoi? Line height, 13. 13 aussi. Ok. Et ils ont un espacement... Un padding de 16. Ok. Donc ça veut dire qu'ici, je peux faire un space Y. Space Y de 4. Enfin, même pas, en fait. Plutôt 2. Et la fonte... Menaçant. Font weight... 600. Semi-bold. Ok. Donc ce que je peux lui dire... On va mettre ça sur plusieurs lignes. Donc pareil. CSX. Ensuite, je paste ça. Je vais à la ligne. Et là, je dis leading 13. Font Mona. Et en dessous, il y aura les tags. Donc en fait, ce que je peux faire aussi, c'est rajouter ici les tags. Je récupère les tags. Je peux faire un UL encore une fois avec à l'intérieur les tags. Je map sur les tags. Sauf que class name flex et eux, c'est quoi qu'ils ont mis? Brand. Je refresh. Padding left, right, 12, donc 4. 3, je veux dire. PX3. Ok. PX3. Border pour une border. PX3 pour dire 12 en X. Et 0,5. On va dire même 2 en bas. Ok. La bordure. Le radius, ça doit être un... Ok, la valeur, elle est bizarre. Je vais mettre un full. Et en spacing, et je pense que même on est en texte XS ici. Même moins que ça, 10 pixels, je pense. 11. 11 pixels. Et en spacing, je pense qu'on est à 2. Donc ça doit faire 8 pixels de gap. Ouais, gap 8. Donc on peut faire un space x2. Sauf que c'est pas ici, c'est sur le parent. Attends pour moi. Et voilà.
Et là, qu'est-ce que je fais? Je l'ai fait sur le mauvais. Voilà. Donc là, on a un truc qui commence à ressembler, sauf que je vais faire ici plutôt qu'un... Je vais faire un PY2, donc ok, ça commence à ressembler à quelque chose. Et la bordure, c'est pas la même couleur. Border. Si je vais sur ça, par exemple, le tag border. Ok, donc c'est du noir avec opacité 0, 2. Donc je peux faire border black. Et après, je peux faire un slash 20. Du coup, non, c'est blanc, autant pour moi. Black, c'est 000, 255, 255, 255, c'est white. Voilà. Donc là, j'ai un truc correct. Sauf que j'ai pas mis semi-bold. Voilà. Sauf qu'ici, c'est pas semi-bold, c'est fonte normale. Et il manque un petit truc aussi, normalement, vous voyez là, je sais pas si vous voyez, mais c'est un peu plus foncé en bas, parce qu'il y a un background image qui est mis sur info pour qu'il y ait le contraste ratio qui soit un peu mieux. Et là, on a un background image là comme ci. Oh, j'ai pas envie de le refaire, donc je vais le copier. Et je peux faire un... On va le faire comme ça. Style, pour le moment, c'est pas très propre, mais on va faire un background image. Je manque de temps. Voilà, là on a un truc qui s'en rapproche. Sauf que voilà, on a fait le composant ici, mais on a un truc qu'on n'a pas géré. C'est le delay d'animation sur cette partie-là. Sachant qu'elle a exactement la même animation, celle-là, là, que le parent. Sauf que nous, on va rajouter un petit délai supplémentaire de 0,3 secondes, comme on avait vu. Si on regarde ici, même dans animation, si on regarde là, et qu'on rappuie dessus, qu'on remet 10%, vous voyez que j'ai l'animation qui arrive, mais après coup. Et donc là, ce que je peux faire, c'est définir le reveal, mais pareil, de la même manière, avec 0,3 secondes de plus sur cette partie-là. Et elle va avoir exactement le même effet. Donc en fait, ce que je peux lui dire, c'est cette partie-là, c'est la même chose. Transition surtout, avec duration de 600 millisecondes, mais le delay, c'est card reveal. Sauf que je vais faire un calque, je vais le faire ici directement, et je vais rajouter plus 0,3. Et donc, ouais, en fait, ça va être exactement la même chose. Parce que là, ce qu'on faisait sur l'élément parent, c'était toute cette partie style là. On faisait une perspective avec une transition sur la carte, mais on le fait aussi sur le texte. Mais il faut que cette transition soit delayed 0,3 secondes après la première. Donc en fait, après le parent. Ce qu'on peut faire, c'est reprendre exactement la même chose, mais l'appliquer à l'enfant, ici par exemple, et lui faire un info, pareil, ici de la même manière pour qu'il soit content, un type react.css properties. Et ici, on va dire que le delay de info, et là on va dire que info delay, c'est ça plus 0,03. Et info opacity, c'est pareil. Sauf que ça, on n'a pas besoin de le redéfinir en fait. On va juste redéfinir info delay. Info delay, c'est juste le reveal delay du parent plus 0,3 secondes. Donc ici, dans la classe, je vais pouvoir lui faire non pas un calque, on s'en fiche, on va faire un info delay et on vire ça. Transition all et opacité, ça va être de la même manière. Par défaut, il a 0, mais du coup, si c'est chaud, opacity, c'est 1, sinon c'est 0. Et en gros, voilà, on a exactement
Alors, par exemple, si je rajoute un peu plus de durée, 1 seconde, ouais, ça s'affiche comme ça, et que à la place de info delay 0,3 secondes, je mets 1 seconde 3. Ouais, ça fonctionne bien. En gros, ça ressemble à ça, sauf que l'animation... Je vais rajouter avec la transition en X. Voilà. Donc là, je pense qu'on est plutôt pas mal. En fait, là, je pense que on n'a pas la même vitesse en X parce qu'on a fait un names.length, mais on l'a pas pris en compte qu'on le faisait en double pour éviter d'avoir des trous dans la grille. Faire c'est x2. Voilà. Et on va réduire le délai. On va réduire le délai qu'on avait mis ici. Voilà. Et le site originel. Le nôtre. Le site originel. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Combien de temps j'ai mis? Ouais, ça fait 2h30 là que je suis dessus. 2h30. Est-ce que j'ai le temps de faire la suite? Est-ce que j'ai le temps de faire la suite? Non, j'ai pas le temps de faire la suite. Je peux faire une... Les enfants arrivent, donc je suis désolé. Je pense que si je veux faire des vidéos longues comme ça, il faut que je le fasse en plusieurs fois. Donc voilà, ça c'est la première étape. Donc je me suis pas attardé sur le reste parce que j'avais pas le temps. Le responsive, il est ok, mais c'est pas exceptionnel. Mais on pourrait arriver à un truc, je pense, en une journée ou un peu plus de 4 heures. Un truc qui est fait de bout en bout, parce qu'après, là, c'est assez facile. C'est une grille assez simple. Tout le reste est assez facile. Et ça pourrait être un composant qu'on puisse faire aussi après, mais qui est un peu différent que le carrousel ici. Mais avec la même animation de translate. Et voilà. Donc ça, c'est le vrai. Je vais passer de l'un à l'autre. On va split. Je vais split. Si je split, je fais ça split. Et que je mets dribble sur la droite. Dribble sur la droite et mon truc à gauche. C'est pas parfait. À gauche, c'est notre truc. À droite, c'est dribble. Donc c'est pas parfait. On voit par contre que le timing, on a l'impression que les cartes de dribble vont vraiment sur mon truc. On est à peu près ISO, c'est pas 100% pareil, même sur la durée. On n'est pas encore sur un truc parfait, mais voilà. Si on peut toujours aller beaucoup plus loin dans les détails, mais en fait le problème c'est que le détail vous prend beaucoup plus de temps que le gros en fait. C'est souvent comme ça en développement. 80% du boulot peut être fait en 20% du temps, loi de Pareto. Et après, quand on veut faire les 20% restants, bah, ça prend 80% du temps aussi. C'est pareil. On peut pas faire des miracles en si peu de temps. Mais je suis content d'avoir réussi à faire ce carrousel en un temps un peu record. Et là, je vous ai montré comment le faire avec CSS de base, sans Framer Motion. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à me faire des suggestions en commentaire de la vidéo si vous voulez plus de contenu de ce genre où je vous apprends à décortiquer des choses qui existent et à les refaire de zéro. Moi, c'est quelque chose qui me plaît et ça me permet aussi de découvrir de nouvelles techniques. Là, je l'ai fait à partir de ce site-là directement, mais je pourrais le faire à partir d'un Figma ou par exemple d'un motion design qui a été fait par un designer qui me dit bah faut faire des transitions de cette manière-là et moi je m'amuse à les refaire. Suivant la complexité, ben, on va pas faire que du native CSS, mais on va peut-être faire du JZap ou Framer Motion. Mais dans l'idée, voilà, j'ai trouvé ça fun. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et merci